être concerné par le sujet du public est aussi un facteur de risque. Alors après, il faut voir comment on pallie ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement que les gens aient des réponses s'ils se sentent pas bien. Ça, c'est déjà les deux gros sujets. Troisième domaine, le manque d'autonomie. Donc, alors là, un sujet qui émerge curieusement, alors que ça devrait être l'inverse, avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication, les fameuses TIC, qui sont censées, alors il y a des rapports un peu contradictoires, donner quand même plus d'autonomie, mais dans beaucoup de cas, au fond, à l'inverse, en donne moins, quoi. Parce que du coup, c'est tellement cadré qu'on est tellement pris par tout ce qu'on doit faire avec son logiciel que, bon, on n'arrive plus à avoir de marge d'autonomie pour vraiment gérer la situation. Donc, en tout cas, toutes les problématiques, dès que, en réponse, on responsabilise au maximum les personnes, en leur donnant les moyens d'être responsabilisés, on sait là aussi que c'est une manière de prévenir ce domaine de risque. La déficience des rapports sociaux, ça, ce sont les personnes qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent isolées, soit dans leur situation de travail, soit pour des raisons quelquefois culturelles. Bon, et ça, ça peut intervenir quand il y a eu malheureusement des situations de harcèlement où quelquefois il n'y a pas un soutien forcément de l'équipe ou collectif et on a des personnes qui se retrouvent très isolées. Donc ça, il faut être très attentif à ça parce que c'est effectivement aussi une des grandes sources de risques. Cinquième domaine, les conflits de valeurs. Qu'on retrouve beaucoup à l'échelle européenne dans les enquêtes sur la santé au travail, l'enquête Eurogip, qui est tous les 5 ans. On voit émerger de plus en plus les deux derniers sujets, hein, l'insécurité économique qui entraîne l'insécurité des emplois et les conflits de valeurs, c'est-à-dire en gros, on me demande de faire, j'ai conscience de faire un travail qui n'est pas un travail de qualité. Je ne fais pas un travail comme je voudrais vraiment le faire, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on a tellement de contraintes que bon, voilà, et on est obligé de le faire. Et là, il y a des vrais conflits de valeurs qui sont aussi une source de problèmes à rattacher à ce que j'appelle la gouvernance. Parce qu'on verra. J'enseigne par ailleurs en matière de RSE, de responsabilité sociétale des organisations et sociales, sur le volet social hein, de la RSE. Et je raccroche toujours tout en amont de tout diagnostic qu'on peut être amené à faire ou de plan d'action à la gouvernance. Quelle que soit la structure où l'on est, soit dans une structure publique, il y a une gouvernance et des problématiques qui ne vont pas être les mêmes d'une structure à l'autre. Et si les choses ne partent pas du haut, ça va paraître évident, mais il n'empêche que c'est pas toujours fait dans ce sens-là. Et ça marche pas. On peut mettre tous les plans de prévention des risques psychosociaux du monde en place. Si ça n'est pas porté par la gouvernance, bon, je citerai l'exemple puisqu'on a auditionné dans le cadre du rapport la ville de Clermont-Ferrand avec quelqu'un qui avait été désigné pour mener ce plan de prévention des risques psychosociaux. Et c'est le maire qui a lancé ce travail, qui a dit bon, moi je veux qu'on fasse quelque chose de fort, d'innovant sur ce sujet. Voilà, on en reparlera, mais c'est pour vous dire que c'est parti de la gouvernance, relayé après évidemment par le directeur général des services, les élus, etc., etc. Mais donc la gouvernance c'est quand même important et on le retrouve souvent dans les problématiques de conflit de valeurs. Voilà. C'est-à-dire que si les gens ont le sentiment qu'on leur demande de faire des choses, qu'on prétend avoir certaines valeurs et que dans tout ce qu'ils vivent au travail, ils n'en voient pas les manifestations, et bien au contraire, ils voient plutôt des contradictions, il y a de la souffrance et à un moment donné, on est fragilisé. Voilà. Donc, limite du recensement statistique, je passerai vite là-dessus. Une sinistralité quand même sous-évaluée. Voilà, comme on ne sait pas bien le mesurer, on a des outils. Donc, il y a l'INRS que je citais tout à l'heure qui fait des mesures. Même les suicides, qui sont la pire des manifestations, il y a quand même recensé 300 à 400 suicides par an liés au travail, selon l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Donc, vous voyez, des risques diffus, tabous, mais quand même réels. Donc, c'est quand même un sujet qu'on a du mal à objectiver, on va dire. Cela dit, des coûts, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, j'allais dire le sujet est un petit peu à la mode, de bien-être au travail, qui est un petit peu le côté positif, c'est l'envers positif. Au fond,
quand on parle de bien-être au travail, comment on va mesurer sur la performance globale d'une organisation le bien-être au travail, il y a ce volet évidemment prévention des risques psychosociaux, mais pas uniquement. Mais effectivement, ça compte aussi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organisations qui se penchent sur le sujet en étant conscientes qu'il y a quand même un coût, puisque effectivement le coût du stress en France, grosso modo, ça dépend ce qu'on y met. Si on y met les absences, maladies liées à ça, l'absentéisme, même certains vont plus loin en mettant une grande partie des TMS, des troubles musculo-squelettiques, qui sont souvent en partie aggravés par des risques psychosociaux. On est quand même, pour certaines estimations, jusqu'à 3 à 4% du PIB qu'on retrouve en Europe, pour tous les pays de l'Union européenne, et en France, 2 à 3 milliards d'euros par an. Donc, cet aspect coût n'est pas négligeable, et c'est pour ça que les pouvoirs publics s'en préoccupent tant, et même, je dirais, l'ensemble des organisations. C'est bien évident que tout le monde s'en préoccupe, parce qu'il y a quand même un coût pour la société qui est lourd. Donc, un absentéisme 3 fois plus élevé pour les salariés exposés à des RPS, ça c'est établi. Il y a des études qui le montrent très précisément. Environ 11 000 accidents du travail en lien avec les risques psychosociaux, ça c'est l'enquête Eurogip que je vous citais, européenne, et les troubles psychosociaux qui motivent quand même plus du quart des décisions d'inaptitude définitive prononcées par les médecins du travail. Voilà. Donc vous voyez, tous ces chiffres sont importants. C'est pour ça qu'on continue bien sûr à beaucoup parler de ce sujet. Je vous le disais à l'instant, l'Agence européenne sur la santé au travail, pareil, selon des estimations, on est toujours dans ces mêmes ordres de grandeur, 3-4% donc du PIB des pays, et donc 27% des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs susceptibles d'affecter leur santé mentale. Il y a une étude là, d'ailleurs récente, j'ai vu qui vient d'être publiée, qui s'appelle les RPS, mieux prévenir pour mieux travailler en Europe, une étude européenne, et qui montre que le phénomène est loin, malheureusement, je dirais, de diminuer. Plus de, on va dire environ 60% des arrêts de travail sont dus ont leur origine vraiment dans le stress au travail. Donc, sur l'ensemble des pays européens dans cette dernière enquête. Et plus de 50% des salariés qui ont été interrogés disent « oui, moi j'ai un problème de stress au travail ». Donc, vous voyez, les dernières enquêtes qui sortent, malheureusement, ne font que conforter, hélas, tous ces points. Alors, quelles sont les causes, au fond, les grandes causes de ces fameux risques psychosociaux, enfin les facteurs internes et externes? Ils sont internes aux organisations. Donc je sais que vous avez eu, je crois, une conférence, puisqu'il y a eu aussi un rapport qui est sorti sur l'impact l'essor des TIC, des technologies de l'information et de la communication, dans la fonction publique, qui bien sûr, comme le reste de la société, est également concernée par le sujet. Mais bon, dans les causes internes, c'est vrai, moi plus j'avance sur le sujet, je pense quand même que ça fait partie des causes internes majeures. L'apport et l'introduction de toutes ces technologies sont en train de mettre à mal beaucoup de grands fondamentaux. Alors avec deux aspects, le facteur temps. Et là, il y a plein d'études qui sortent de médecins, de juristes. Alors il y a des juristes qui sont concernés aussi, puisque la notion de temps de travail, même les 35 heures, dans le privé, tout ça est quand même un peu mis à mal. Qu'est-ce que ça devient, le temps de travail? C'est pas si simple et clair que cela. Plus de frontières, toutes ces choses un peu évidentes. Bien sûr, sur tous les cadres qui sont concernés. Au passage, là aussi, toutes les enquêtes que je vois au fur et à mesure depuis un an, j'en reçois beaucoup, montrent en tout cas une très forte augmentation de tous ces facteurs de stress dans la population cadre. C'est vraiment ce qui ressort de toutes les enquêtes. Il y en avait une qui a été faite par Liaison Sociale l'année dernière, là en septembre, et c'est ça qui est en train d'augmenter de façon inquiétante,
y compris l'absentéisme, maladie. Donc, c'est la population cadre, manifestement, qui est la plus exposée. En tout cas, on voit des manifestations importantes. Et même, on commence à étudier le sujet, par exemple, les patrons de petites entreprises, les patrons de TPE, PME, dont on parle rarement, hein, mais bon, qui sont soumis à un rythme de folie et sur fond d'incertitude économique, beaucoup de problèmes aussi de ce côté-là. Donc, du coup, ça peut être le mieux comme ça peut être le pire. Ce qu'on voit quand même, puisqu'il y a eu des rapports gouvernementaux sur le sujet, c'est qu'on est bien obligé de constater qu'il y a eu une forte baisse de la formation continue en informatique sur l'utilisation de ces logiciels. Là, je parle du secteur privé, mais et en tout cas beaucoup plus forte que nos voisins européens. Peut-être une tendance à se dire on se débrouille bien avec tout ça et puis finalement l'informatique va tout résoudre parce que bon, ça va nous faire gagner du temps, parce que bon, on a tous un souci de productivité, d'amélioration de la productivité. Bon, au fond, en introduisant un nouveau logiciel, voilà, on va mieux se débrouiller. Mais si on passe trop vite sur la formation et la formation dans le temps, le tutorat, à pouvoir appeler quelqu'un dès qu'on a un souci, les gens souffrent beaucoup concrètement dans leur travail et il y a une grosse déperdition en raison de ces technologies de l'information et de la communication pas toujours très bien maîtrisées. Donc, Salima Benamou a fait ce rapport. Je sais que vous avez une présentation dessus, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, donc, de tout ce que je lis sur les TIC, deux facteurs. Le facteur temps, ce que je disais à l'instant, et la charge mentale. C'est-à-dire que la gestion de tout ça, quoi. Ah, les 100 mails qu'on reçoit par jour, le portable qui sonne, la charge mentale, là, est en train de s'accroître sur fond de demande d'adaptabilité, flexibilité. Évidemment, tout ça agit à la fois sur l'organisation et sur l'individu. Alors là, on est vraiment dans les risques psychosociaux. Et il faut quand même... Alors, il y a beaucoup d'organisations qui commencent à le prendre en compte, qui disent, voilà, interdiction des mails après telle heure. Moi, je suis dans une école de management. Bon, déjà depuis 2 ans, on a un usage, interdiction d'envoyer des mails le vendredi. Un jour sans mail. Bon, on a du mal parfois à le respecter, mais bon, on a mis ça en place, une espèce de règlement intérieur. Bon, ça fait travailler les consciences quand même. Bon, donc il y a quand même on commence à se préoccuper du sujet. Et je pense qu'on est loin de voir encore toutes les conséquences sur la santé que ça va peut-être engendrer. Et puis les causes externes. Bon, je ne vais pas m'étendre, on connaît tous le contexte. Cette crise structurelle, qui n'est pas que conjoncturelle, qui est quand même... on va dire structurelle depuis maintenant des années, et donc cette notion d'insécurité qui est moins forte pour le coup en France que dans d'autres pays, parce que bon, nous on a un certain nombre de systèmes encore, tant résultant de l'assurance chômage que bon, par exemple, qui font que peut-être les gens se sentent quand même un peu plus protégés. Mais alors c'est très très fort par contre dans l'ensemble des pays de l'Europe. Et donc je vous le disais tout à l'heure, la fréquence des